Avant que l'épisode ne commence, j'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. What's up les boys, j'espère que ça va, bienvenue dans Entre Athlètes. Aujourd'hui, on reçoit Raphaël Blin, donc comme j'ai dit, qui est ferriste et arbitre international de bras de fer. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? C'est à chaque fois, dès que j'ai des personnes qui font des sports de force, qui ont des bonnes poignes, je me dis attends, on va faire attention. Là t'as aucun risque, hein, honnêtement, la Mais poigne. t'es arrivé, t'as pris carrément limite le poignet quoi. Ouais mais bon, c'est... Ouais, on fait ça quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, ça Mais avec fait plaisir. très plaisir. Parce que les gens ne le savent pas, mais on a fait un podcast à distance il y a quoi, il y a 1-2 semaines. Ouais. Et au final, là, vu qu'on est au studio, c'était pas prévu à l'époque quand on a fait le podcast. D'ailleurs, je remercie Gift Asso, parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce studio aujourd'hui. D'ailleurs, on en parlera aussi un petit peu à la fin. Mais voilà, je me suis dit, attends, faire un podcast à distance, sachant que maintenant, on peut le faire en présentiel, C'est mieux. c'est relou, mais on le refait, tu vois. Oui. Donc, Non, aucun souci. et en plus, tu vois, le décor, franchement, il est cool. Tout à fait. Donc, toujours bien accueilli ici. Donc écoute, magnifique. Est-ce que rapidement, tu peux te présenter aux personnes qui écoutent? Si je te dis aujourd'hui, voilà, qui est Raphaël, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qui est Raphaël? Raphaël est un passionné de bras de fer sportif depuis... Alors, je fais du bras de fer sportif depuis 8 ans, un peu plus de 8 ans. Ah, quand même. Mais passionné, je pense, depuis 5 ans, je pense. Parce qu'au début, c'était plus en mode, je fais un sport pour faire un sport. Et après, je me suis dit, bon, ça commence à prendre de l'ampleur. Je commence à vraiment bien kiffer la discipline. Donc, je me lance. Et puis, du coup, passionné, je pense, depuis vraiment 5 ans. Je suis athlète en équipe de France. J'ai fait plusieurs médailles au championnat de France. Je suis représentant de l'arbitrage aussi. Et je suis arbitre international. Et j'organise aussi des compétitions. Donc, j'ai vraiment les Ouais, trois aspects. t'es partout, quoi. Voilà, c'est ça. T'es un acteur quand même assez majeur du bras de fer en France. On essaye. En On tout cas, essaye. de développer avec toute Ahmed, Emric, ces personnes-là qui permettent de structurer la discipline et puis de la développer au niveau international. Ce qui est bien, c'est que chacun a son domaine de compétences et du coup, ça nous permet de ne pas se marcher dessus, de pouvoir développer correctement sans qu'il y ait 4000 personnes sur un seul et même sujet. Et du coup, on a un champ plus large et on peut toucher Juste plus de avance monde. plus vite, quoi, bien sûr. Ouais, voilà. Et justement, t'as dit un truc intéressant, c'est tu passes en fait de pratiquant à passionné. Tu penses qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu passes à voilà, tu fais du bras de fer, on va dire, pour t'amuser. Ah, maintenant, ouais, tu sens qu'au fond de toi, t'as développé une certaine passion pour ce sport. En fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, pour être passionné d'un sport, faut le connaître. Par exemple, tu vas inscrire ton enfant à un sport, la première chose que tu vas te dire, c'est bon, moi, je vais l'inscrire au foot, au basket, un sport qui est connu. Il y a des clubs partout en France, c'est plus facile d'accès. Le bras de fer sportif, si tu connais pas, tu pourras jamais l'inscrire. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai découvert totalement par hasard, c'était au Forum des associations à Colombes. Il y avait mon ancien club de bras de fer qui était là. Ma mère me dit, bon, viens tester le bras de fer sportif. Moi, le premier réflexe que je lui dis, parce que je connaissais pas, je lui dis, c'est pas un sport en fait. Donc, je ne vais pas y aller. Elle a insisté. Bon, d'ailleurs, je la remercie, puisque sinon, je ne serais pas là Voilà, quoi, aujourd'hui. bien sûr, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, j'appréhendais, parce que, enfin, pas j'appréhendais, mais je me disais que bon, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Je suis allé, j'ai testé, j'ai bien kiffé. Le coach m'a dit, bon, tu fais relativement bien le mouvement, viens au club, tu vas t'entraîner, tu vas voir ce que c'est, tout ça. Donc, j'y suis allé, et comme j'étais pas issu des sports de base, j'avais pas cette appétence spécifique pour le sport. Et du coup, je me suis inscrit, j'ai bien kiffé parce que sport insolite, il y a de l'affrontement, mais il n'y a pas de coups qui sont donnés, ça reste un sport de force. J'aimais vraiment bien la mentalité de la discipline. Donc, je l'ai fait pendant 3-4 ans pour me dire je fais un sport. J'aimais bien, hein. J'aimais beaucoup, c'est pour ça que j'y allais tout le temps, mais j'avais pas la fibre de la passion que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime tellement ça que je voyage juste pour voir un événement comme quelqu'un irait, je sais pas moi, à Las Vegas pour voir l'UFC ou ce genre de truc. Moi, je me déplace pour justement voir des événements comme ça. Je m'investis pour le développement de la discipline. Je prends du temps parce que forcément, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Je voyage à l'étranger, ça coûte de l'argent et derrière, j'en gagne pas forcément. En fait, à partir du moment où tu t'investis financièrement pour rien recevoir en retour, c'est que tu es passionné. Ouais, c'est là que tu vois que. Mais il y a une question forcément que je vais te poser, c'est une question je pense que tout le monde se pose. Tu vois, quand je dis voilà, que je faisais un podcast avec toi,
Raphaël Blain, Ferris, etc. Les gens m'ont dit, le bras de fer, c'est un sport. Mais c'est un peu ce que tu disais au début, tu vois. Aujourd'hui, est-ce qu'on te fait cette remarque et qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui pourraient peut-être se poser cette question, tu vois? Bah, je me dis que déjà, alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect bras de fer que tout le monde connaît, mais il y a aussi et il y a l'aspect bras de fer sportif. Le fait de rajouter sportif à la fin, déjà ça catégorise la discipline, ça met des règles, ça la structure et ça fait que, bah, oui, c'est un sport comme le football, le hand, ce genre de choses. Le bras de fer, on a l'image de l'activité de comptoir que tu T'es peux dans un faire, bar, ouais, voilà, tu es un c'est peu ça. bourré, tu fais un ouais, Bah, tu t'arraches l'épaule au et tout passage. le monde l'a fait, tout Bien le monde sûr. l'a fait et même entre potes, tu as déjà fait du bras de fer avec tes potes, tout le monde c'est millénaire la discipline. Alors que le bras de fer sportif, ça l'est beaucoup moins, c'est moins connu et bah, justement, il y a l'aspect sportif, il y a les statuts de sportifs de haut niveau donc on peut plus dire que c'est pas un sport. Quand tu as un statut de sportif de haut niveau, que tu es dans une fédération reconnue par le ministère des sports, délégataire, qu'on a une équipe de France reconnue, des titres de champion de France, bah, il y a tout qui fait que c'est un sport, en fait. Plus les reconnaissances que tu as, au niveau mondial avec, comment dire? La WADA, lutte antidopage. La fédération mondiale qui a beaucoup de reconnaissance aussi. La fédération fait partie du CNOSF, donc le Comité national olympique, français. Donc, bon, voilà, c'est un sport. Il y a faut plus chercher d'excuses et arrêter de dire que c'est pas un sport parce que maintenant c'en est un. En 2018, j'aurais dit: «OK, bon, c'est peut-être pas un sport, je peux l'entendre». Parce qu'il y a zéro reconnaissance, il y a rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué de le dire. Et justement, pour expliquer un petit peu aux personnes, qui nous regardent, moi, comme je t'avais dit, j'avais fait une vidéo sur le bras de fer, et en fait, j'avais vraiment découvert que c'est ça, en fait, c'est un sport, qui s'apparente même un petit peu, tu vois, à un sport de combat. J'avais vu, un petit peu ça et c'est vrai qu'en fait, quand tu fais un bras de fer, et que vraiment, tu vois, tu t'appliques à essayer d'engager un peu plus le corps et pas justement l'épaule, Ouais. et le bras sinon tu vas tout te casser. En fait, justement, tu te prends un peu au jeu et en fait, c'est là que la dimension sportive aussi, elle prend tout son sens, tu vois? Oui. Et juste pour expliquer rapidement, c'est quoi, grosso modo, les règles du bras de fer? Pour expliquer vraiment simplement aux gens qui écoutent. Alors les règles du bras de fer, déjà, ça se fait sur une table homologuée, comme toute discipline se fait sur un terrain homologué. Donc nous, on fait ça sur une table homologuée. On a un elbow pad, donc c'est là où on pose le coude. On a juste pas le droit de le sortir ni de le soulever. Sinon, c'est une faute. Au bout de 2 fautes, on perd le combat. Le elbow pad, donc du coup, c'est le coude peut bouger sur toute cette surface. Ça va être un peu comme, tu vois, enfin, c'est la surface de combat, c'est notre tatami. Le coude peut glisser partout. Mais tu as juste pas le droit de le soulever ni de le sortir. Et ensuite, tu as des sortes tu des wing pads qui sont de chaque côté et l'objectif du bras de fer, bon, bah, ça ne change pas du bras de fer classique que les gens connaissent, c'est d'emmener le poignet de son adversaire au niveau de la table. Bon, là, c'est réglementé, donc il y a des wing pads qui sont un peu plus hauts, justement pour éviter de se retrouver vraiment tendu, ça a craqué, se retrouver vraiment tendu et en position dangereuse. Et bah, à partir du poignet ou du bout des doigts, tant que ça touche ou c'est sous la limite du pad, on a gagné le combat. Dans les règles, à peu près, c'est ça. Et après, il y a les commandes de départ. Enfin, il faut que le départ soit fair play, puisque donc faut que le poignet soit droit, le kento du pouce visible, donc c'est l'articulation en haut, les épaules parallèles et le centre de la table. Une fois que le ready go est donné, là, on peut tout faire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut bouger les épaules, il faut fléchir les poignets, il faut glisser le coude, il faut utiliser son poids de corps, il faut se baisser sous la table. Voilà. Tous les clichés qui existent sur on n'a pas le droit de glisser, on n'a pas le droit de fléchir, il faut avoir la main dans le dos, bon, ça, on oublie, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que, bon, déjà, à la caméra, je pense qu'on le verra, mais t'as un avant-bras de malade. Ça, c'est vraiment impressionnant. Franchement, c'est une Ouais, dinguerie. vite Non, fait, c'est une ça va, dinguerie. ça va. Tu sais que c'est une dinguerie, vraiment. T'as autant d'avant-bras que de biceps. C'est affolant. Alors ça, c'est la spécificité, puisque comme tu es beaucoup chez les Ah, c'est fléchisseurs, affolant. forcément, le biceps va être moins engagé si tu fais une technique, par exemple, différente, tu vois. Mais t'as fait une vidéo avec Alan, Alan Barberis, hein, d'ailleurs, qu'on salue, hein. voilà, tout à fait, numéro 1 français, Quel monstre. et il a des avant-bras, c'est n'importe quoi, hein. Mais t'as des mecs aussi qui sont très légers, qui ont des avant-bras, c'est affolant. Et il y en a après, ils ont comment dire? Une malformation génétique qui font qu'ils ont un bras radial qui arrive, ici. Ok. Ouais, Ils ont un steak ici, ils ont un bras, de je sais pas combien de centimètres, de proportion et ils tirent en catégorie légère, donc ils ont un avantage, incroyable. bah, ce que je veux dire, parce que le bras de fer, c'est comme dans tous les sports, biomécaniquement, si t'as ces muscles-là qu'on vient de parler, forcément, d'un côté, t'es un peu avantagé, même si on a vu que du coup, avec le elbow pad, etc., tu peux quand même faire. En fait, c'est pas un sport statique. Non. En fait, je pense que là, juste pour expliquer, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont découvrir le sport, en fait, le bras de fer sportif, c'est vraiment un sport où je pense, tu as différentes techniques.
Moi, j'ai vu avec Alan, il m'a expliqué, tu vois, tu as un truc où tu tires les mecs, tu joues plus fort, tu joues plus avec comment tu places ton coude, Ouais. la position du poignet. Même si demain, tu es vraiment en position où tu as le poignet cassé, tu peux quand même essayer de reprendre l'avantage pour après retourner le mec. En fait, c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que t'as vraiment une dimension, en fait, limite, t'as limite un game plan, en fait. Tu Oui. vois, avant de faire un combat, et c'est là aussi que le côté sport de combat intervient. Euh, Quand on parle aussi du bras de fer, forcément, je pense que tu as un cliché de base, c'est ouais, les ferristes, ils ont. Déjà, on dit des ferristes Ouais. pour les pratiquants de bras de Tout à fer. fait. Ouais, les ferristes, ils ont qu'un seul bras, ils sont musclés que du biceps. Euh, Est-ce que c'est une légende? Comment toi, tu t'entraînes pour faire justement ce sport? Parce que moi, quand j'étais avec Alan, on a fait du tirage, on a fait beaucoup de choses. Ouais. Forcément, tu as un peu spécifique bras de fer, mais je peux te dire qu'on a fait une vraie séance de muscu que même des personnes qui font de la muscu peuvent pas suivre. En fait, le truc, c'est que au bras de fer sportif, bah, déjà, il y a les 2 bras. Donc, il y en a qui sont champions bras gauche, il y en a qui sont champions bras droit, mais généralement, tu es assez équivalent entre les 2. Si tu es, normalement constitué, que tu es pas amputé d'un bras ou, que, bah, par exemple, le mec que je te disais qui avait un énorme brachio radial, lui, il va tirer que bras gauche parce que, bah, il a un avantage et bras droit, il s'entraîne pas spécialement. Il tire de temps en temps, mais c'est pas non plus son bras fort. Pour des questions de sécurité et même enfin, physiquement, visuellement, bah, c'est mieux de travailler les 2 bras. Parce qu'après, oui, tu te retrouves avec un bras qui est plus gros que l'autre. Déséquilibre, c'est pas bon non Voilà, plus, quoi. c'est ça. Et puis, enfin, c'est toujours aussi il y a l'aspect un peu dangereux. C'est comme si tu t'entraînes à la presse, tu fais qu'une jambe. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, tu fais vraiment les 2 bras pour justement être équitable. Et après, tu disais donc avec Alan que vous avez fait une grosse séance. Ce qu'il y a, c'est qu'au bras de fer sportif, tu as l'aspect, oui, spécifique bras de fer sportif, puisque bah, c'est des muscles que bah, les gens en salle ne vont pas forcément entraîner. La pronation, la supination, ce genre de choses, les fléchisseurs. Quoique, je vois de plus en plus de personnes travailler les avant-bras à la salle. Ah, c'est un Donc, fléau. Moi, j'ai plein de potes qui me disent, ouais, Quentin, on fait les avant-bras, flemme. donc beh, ça fait plaisir, en tout cas, de voir de plus en plus de personnes travailler ça. Et après, bah, tu disais, voilà, tirage d'eau, ce genre de choses. Faut quand même avoir une certaine base physique et musculaire pour pouvoir être performant au bras de fer sportif. Ça reste un sport, donc il te faut une certaine condition physique, une forme physique générale, une force générale aussi. Le dos va être énormément sollicité quand tu fais tes tirages, quand tu vas faire du tirage marteau, ce genre de choses. Il faut être gainé au niveau des abdos. Tu vas utiliser les pecs quand tu vas plus pousser. Donc ce mouvement-là, tu vois, sur le côté. Enfin voilà, il y a tout le haut du corps qui va jouer. Les jambes aussi vont avoir une importance parce que déjà, quand tu fais un combat qui va durer, soit tu es fléchi sur les jambes, mais du coup, il faut que tes jambes soient solides quand même un minimum. Et au niveau de la table, au niveau des pieds, tu peux caler ton pied Ah, sur le je pied de vois la le. table Ok, pour ouais. pousser. Ah Donc ouais, si, carrément, voilà. d'accord. Ah ouais. Donc si tes jambes ne suivent pas, tu pourras rien faire non plus. Donc, bon, certes, elles sont pas aussi importantes que le bras, parce qu'il y a des personnes qui tirent en fauteuil roulant, dans la catégorie para. Mais elles ont quand même une importance aussi. C'est vraiment tout le corps qui va jouer au bras de fer sportif, contrairement à ce qu'on pense où ça va être juste le bras et où on va dire: «Bon, bah, faut juste faire ça, la rotation interne», mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus technique, beaucoup plus musculaire qu'on le pense. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vrai que tu vois que c'est hyper technique et que bah, tu vois, ça se travaille, hein. Quand tu vas faire les mouvements, tu sens que moi, je sais pas le faire. Enfin, tu vois, Oui. il y a un monde, non, mais il y a un monde. Est-ce que justement, tu as déjà eu des personnes, on va dire, vraiment beaucoup plus musclées que toi, qui ont essayé de te tester un peu au bras de fer, et bah forcément, peut-être ou peut-être pas, hein, mais que du coup, tu as gagné des bras de fer contre des gens, des Golgoth, tu vois, par rapport à toi. Bah, honnêtement, au début, oui, je m'attendais pas à gagner contre des personnes qui physiquement étaient beaucoup plus Ça impressionnantes que c'est moi. énorme, ouais. Donc ça, c'est pour l'ego, c'est un peu flatteur. Mais après, bon, tu sais que le mec fait pas ta discipline. Donc après, au début, enfin, tu trouves ça marrant, c'est cool. Mais après, tu te dis, bon, bah oui, Ouais, d'accord, je l'ai flemme, ouais, battu, c'est bon, mais c'est en fait, c'est normal, c'est pas son sport, tu vois. Donc il y a ça. Et après, il y a des, comment dire, il y a des personnes qui sont aussi physiquement très impressionnantes, mais qui, sur certains axes très spécifiques, vont être très forts. Et ce qu'il y a, c'est que bah, tu peux te retrouver contre un mec qui fait pas du tout de bras de fer sportif, mais qui, sur certains axes, te bat. Et Mmh. tu as quelques mecs qui sortent du lot comme ça, qui, bah, en fait, soit ils fléchissent très bien, soit ils ont une grosse poussée, donc on appelle la side. Ils ont une grosse poussée, et dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais tu as des mecs, après, ils sont prédisposés aussi, les grimpeurs, heu, bah, les doigts, c'est super important. Les mecs, qui font de la force athlétique de base aussi, ils ont un bon grip, tu vois? Ils ont une bonne force physique générale. Et après, bah, tu as d'autres, les rugbyman, ce genre de personnes. Et puis ceux aussi qui ont, comment dire?
qui ont le sens du combat ou de comment dire? L'adversité, quoi. Voilà, de l'adversité. Ouais. Parce que, bah, forcément, tu vas affronter quelqu'un, donc mentalement, il faut que tu sois préparé. Bah, ça va être de la lutte, quoi, donc Mais t'as raison, mais ce qui est vrai, c'est que, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec des potes à moi. Non, c'était hier soir. Parce que j'ai mangé avec quelqu'un, bref, il y a son fils qui a signé au KSW, OK. donc une grosse orga. Et justement, on disait, mais pourquoi les sports de combat, etc., ça revient beaucoup à la mode. Et en fait, je lui disais, initialement, dans les arènes, tout ça, les gladiateurs, en fait, on s'est toujours battu, entre guillemets, tu vois. Et c'est ce qui fait, on va dire, l'être humain. Après, aujourd'hui, on est de plus en plus civilisé. C'est une bonne chose quand même, parce que sinon, on ferait que se taper dessus et ce Ouais, serait la du plus fort, tu vois. Mais c'est un peu ça. Et en fait, comme tu as dit, dans les sports, faut aussi être prêt mentalement, tu vois, à affronter quelqu'un. Tu sais, c'est ça un sport de combat. Mais je pense que c'est, mine de rien, pas donné à tout le monde. Tu vois, moi, j'ai fait un peu de boxe française. ouais, Et quand tu montes sur le ring, tu sais que tu vas prendre des coups. Enfin, tu sais, ouais, c'est un déblocage qu'il faut oui. avoir, tu vois. Non, non, c'est sûr, mais comme enfin, tu vois, tout le monde ne peut pas faire des sports de combat parce que, bah, il va se dire: «J'ai pas le sens de comment dire? Du combat». Quand tu fais de la boxe, comme tu disais, bah, faut être prêt mentalement parce que, bah, tu sais que tu vas te prendre des coups. Donc faut être prêt mentalement à les encaisser et physiquement aussi à les encaisser. Au bras de fer sportif, ça va être entre guillemets «pareil», sauf qu'il y a pas de coups. Mais c'est juste que en fait, le mec, quand il va t'attaquer, il peut mettre des à-coups, donc il va sider comme un porc, 4 000 fois. Bah, faut que ton bras, il puisse les encaisser et te dire, bah, mentalement: «OK, il va taper sur des axes qui peuvent me faire mal, bah, faut que je sois capable mentalement de les encaisser, mais aussi physiquement». Et après, bah, tu as des gars, bah, qui font du bras de fer sportif parce que, bah, ils aiment ça. Ils aiment pas forcément la compétition, mais ils font ça juste pour le kiff, tu vois? Et comme dans tous les sports, de toute manière, tu as des mecs qui font ça juste pour le kiff de faire un sport, tout ça. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir l'aspect compétitif, l'aspect combat, ce genre de choses. Mais en tout cas, si tu veux faire de la compétition au bras de fer sportif, comme en boxe française, faut que tu te dises que, bah, il va se passer ça, il faut que je sois prêt à pouvoir l'encaisser, quoi. Est-ce que tu penses que cet instinct un peu, je sais pas si c'est un instinct, mais je veux dire l'instinct de combattant, est-ce que c'est inné ou est-ce que tu penses qu'on peut le développer à force de pratiquer, etc. Je pense que tu peux le développer. Alors, il y en a pour qui c'est inné, il y en a pour qui il y a rien du tout. Moi, je trouve que je n'ai pas du tout le sens du combat. Bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Pourtant, j'ai fait des sports de combat. Voilà, mais comme chaque sport de combat a une mentalité différente et une approche différente, ça va pas être les mêmes techniques que tu vas utiliser. Bah, mentalement, c'est pas la même chose, tu vois? Tu te dis, hem, tu fais du grappling, imaginons, bah, bon, bah, c'est du corps à corps, c'est de la lutte au sol, il y a pas de coups. Tu fais du brasse sportif, il y a pas de coups non plus. Si tu fais du MMA ou de la boxe, tu sais que tu vas te manger des coups et que tu peux te prendre un KO, tu vas tomber dans les pommes et puis, voilà. Donc, bah, il y a cet aspect-là, mais après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour le coup, mais le bras de fer sportif, il y a l'aspect vraiment combat. Tu le développes au fur et à mesure et plus tu vas pratiquer, plus tu vas le développer et même en compétition, parce que, bah, en compétition, tu affrontes des gars qui, eux, sont prêts mentalement et tu vois que quand tu arrives sur la table, que que tu es: «OK, bon, bah, salut, bonjour, bon appétit», je sais pas, il sort des dingueries, le mec, tu arrives sur la table, toi, tu es pas du tout dans la compétition, tu as pas le sens du combat, tu te fais éclater en 1 seconde. Bon, bah, tu réfléchis, tu te dis: «OK, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?» Et puis, bah, après tu développes au fur et à mesure. Plus tu vas faire de la compétition, plus tu vas prendre en confiance en toi et plus tu vas avoir l'esprit de combattant qu'il peut y avoir sur la table. Mais moi, je sais qu'au début, tu vois, par exemple, j'avais pas du tout je pense pas l'avoir non plus totalement aujourd'hui, mais avant, j'étais pas agressif sur la table. J'arrivais en mode tranquille, je vais faire ma compète, il gagne, tant mieux, je perds, tant pis, voilà. J'étais plus dans ce mood-là. Alors que maintenant, je suis vraiment dans un délire de, bon, bah, il va y avoir combat, j'ai un objectif sportif à atteindre, il faut que je l'atteigne et pour l'atteindre, il faut que, bah, je sois un peu plus agressif et que, bah, les mecs qui arrivent en face de moi me craignent. Parce que, bah, s'ils me craignent pas, ils auront plus confiance en eux et puis ils vont me bouffer. Et au final, bah, tu peux te faire battre par des personnes que tu battras de base, mais parce que sur l'instant T, tu pas dedans, tu pas agressif. Alors je dis pas qu'il faut être agressif pour gagner, hein, mais tu mentalement pas là, bah, tu vas te faire battre par des mecs qui, normalement, te battent pas, quoi. Ce que j'allais dire, est-ce que dans les sports de combat, tu penses qu'il faut avoir justement une certaine agressivité pour gagner ou est-ce que tu peux réussir sans forcément l'avoir? Je pense que tu peux réussir sans forcément l'avoir, après je sais pas, c'est difficile à dire, Ouais, moi parce que ouais.
tu vois, au bras de fer sportif, je peux pas dire qu'il faut être agressif, parce qu'il y a enfin, pour moi, être agressif, c'est, tu vois, vraiment tout donner et enchaîner le mec, tu vois? Et je me dis que l'agressivité, elle sera plus utile en sport de combat où tu donnes des coups qu'en bras de fer sportif. Mais ce qu'il faut enfin, je pense qu'il faut quand même l'être un minimum parce que sinon, bah, comme je te disais, tu te fais bouffer par le mec d'en face et tu peux te retrouver dans des situations qui, normalement, n'ont pas lieu d'être. Donc il faut quand même être un minimum agressif, ça reste un sport de combat, mais je dis pas que bon, faut mettre des coups à la fin, non. Je me rappelle là d'un TikTok que j'avais publié. Le mec qui a mis des coups. Il y a un gars, mais en fait, il y a beaucoup de trash talk au bras de fer sportif, comme dans beaucoup de sports de Ouais, c'est combat. sport de combat. Ouais. Mais il y en a qui dépassent souvent les limites et c'est pas forcément bien vu. Et en gros, il y avait un combat entre un gars qui avait insulté son adversaire assez assez violemment, et en gros, ils ont refait le combat après. Le mec qui s'est fait insulter l'a défoncé au bras de fer, hein, et une fois qu'il a gagné, bon, il a enchaîné avec des patates. Mais bon, Ouais, ils ont fait deux sports en un, quoi. voilà, c'est ça. Après, faut tu vois, là, en termes d'agressivité, bon, je pense que lui, il a trop d'agressivité et que même si tu te fais insulter, bon, je dis pas qu'il faut insulter et voilà, qu'il faut pas forcément répondre, ça dépend ce qu'on te dit, ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut réussir à prendre du recul et se dire: «OK, bon, bah, je suis plus intelligent que lui, je suis agressif sur la table, mais dès que le combat il est terminé, bon, bah, c'est bon, au pire je le calcule plus et voilà». Juste où on discute, tu vois? On est diplomate, mais voilà, mais ça peut arriver, il y a des arbitres qui se mangent des des patates, J'imagine, c'est une dinguerie. c'est ouais. Mais justement, là, on parle d'agressivité. Ce qui est intéressant, et ça, je l'ai vu en boxe, bon, moi, à mon petit niveau, hein, mais je trouve qu'en fait, à n'importe quel niveau, tu sens que tu vois, tu vas faire un combat, et en fait, d'un coup, tu vas tilter. En fait, du coup, ton agressivité va prendre le dessus sur ta conscience. Ouais, En fait, justement, c'est ça qui est dur. Moi, je pense qu'il faut quand même être un minimum agressif, parce que ça reste un sport de combat, et sinon, tu vas juste être là, vas-y, mets-moi des coups, tu vois, il va rien ouais, se passer. Mais en fait, justement, enfin, développer cette agressivité, mais pas assez forte pour que justement elle prenne pas le dessus sur ton mental, tu vois. ouais. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est comment tu trouves du coup de la limite entre les deux, tu vois. Ouais, ouais, non, mais ça, totalement. Mais toi qui a fait de la boxe, est-ce que à des moments, tu t'es pas dit ou est-ce que l'agressivité qui prend le dessus te fait perdre, entre guillemets, «tes moyens», dans le sens où, bah, en fait, OK, imaginons là, tu te prends un coup, tu dis, «Bon, bah, là, maintenant, faut que j'enchaîne», mais tellement tu deviens agressif que tu plus comme tu disais, faut pas que ça dépasse ta conscience. Mais est-ce que toi, c'était déjà arrivé de te dire: «OK, maintenant je suis agressif» et en fait, tu enchaînes 2 coups, techniquement, c'est zéro et au final, tu te fatigues plus qu'autre chose? Ça t'arrive surtout quand tu commences, je pense. Parce que Ouais, après, bon, tu vois, la boxe, j'en ai pas fait non plus 10 ans, hein. J'ai dû en faire 3-4 ans tout cumulé. Mais c'est vrai que les premières années, en plus, tu sais, tu veux prouver, tu vois. Tu sais, tu veux ouais, prouver, tu veux commencer à faire des combats, etc. Alors que en vrai, t'es éclaté. Et en fait, je pense que c'est ça, en fait. C'est dans tous les sports que tu commences, et moi, je l'ai eu parce que récemment, j'avais fait aussi du JJB. Et en fait, tu vois, dès que les mecs ils commencent un sport de combat, souvent, tu sais, ils paniquent ou tu sais, ils s'affolent, tu vois. Et en fait, justement, parce qu'en fait, ça prend le dessus sur leur conscience. ouais, Et moi, je l'ai vu en boxe française, même avec des potes à moi. Et même toi, je pense, avec tes potes à toi avec qui tu fais du bras de fer. Parfois, tu sais, tu fais un combat tranquille. En fait, à un moment, t'en as un qui va mettre un coup un peu plus fort ouais, que la moyenne. effectivement. Et après, c'est l'escalade. Tu vois, après, Ouais, c'est l'escalade. Et en effet, t'arrives à un stade où, en fait, ça porte totalement cacahuète. Et bah, en fait, ce qui va arrêter le combat, c'est juste bah, que le combat est fini, tu vois. ouais, Mais du coup, je l'ai vécu. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que pour moi, les sports de combat, c'est vraiment quelque chose à part. Parce que pour moi, c'est vraiment là que tu vois quitter, tu vois. On dit que le sport révèle les caractères, mais je trouve que les sports de combat, tu vois, souvent on te dit, ce qui est bête, c'est que moi j'ai des mecs avec qui j'ai tourné en sport de combat, et franchement, c'est des gars, on a beau jamais se voir, on sait, tu vois. Tu sais, tu ouais, oui, sais, oui, tu sais oui. le truc. Et je trouve ça saisissant, mais donc oui, ça m'est arrivé, mais comme je pense que ça t'arrive aussi au bras de fer. Ouais, tu toujours dans un en fait, au bras de fer, différemment qu'en boxe, c'est que si tu as vraiment l'avantage bon, en vrai, en boxe, si tu mets un KO, c'est fini, mais bon. Heu, Au bras de fer, tu vois, tu peux pas te dire que, genre, le mec, par exemple, il te bat à un moment donné et après tu te dis: «OK, bon, je me remets dedans et je le rebats». Enfin, ça peut être possible qu'en vendetta, tu vois? Mais si tu fais un tournoi classique type championnat de France, Europe ou monde, il y a un mec qui te bat, bah, tu vas essayer de t'adapter pour le prochain adversaire, tu vois? Mais généralement aussi, quand tu as l'avantage sur ton adversaire, bah, en fait, tu l'emmènes au pads directement. Donc ça dépend des situations que tu peux avoir, mais après pour rebondir sur ce que tu disais, il y en a un qui met un coup, tu vois, un peu plus fort et puis après c'est l'escalade.
Nous, ça nous arrive en sparring où on dit: «Bon, on y va mollo», puis d'un coup, on commence à mettre 100 de notre force, puis ça devient un combat, tout le monde regarde, tout le monde crie, voilà, ça part en cacahuète aussi, tu vois? Mais ouais, voilà, en fait, ce qu'il faut c'est réussir à canaliser, cette agressivité-là pour éviter que, parce qu'en plus, quand tu le fais en entraînement, tu peux te blesser et ce serait dommage de louper une compétition ou une performance que tu fais après, parce que tu as fait n'importe quoi à Bien l'entraînement. sûr. Donc oui, en vrai, faut canaliser quand même et ça peut t'arriver de le faire en compétition. Parce que c'est pareil, le bras de fer, nous, on vous voit à la télé quand vous allez all-in. Et justement, à l'entraînement, tu fais aussi des sparring plus light, où tu bosses un peu plus la technique, Ouais. j'imagine. Ce qu'il y a, c'est comme c'est très traumatisant pour les tendons, si Ah tu ouais. fais des sparring très lourds, tu te retrouves avec des douleurs au bras qui durent, je sais pas combien de temps. C'est insupportable, tu peux pas t'entraîner correctement, à part faire du pumping et enfin, des charges légères, tu vois? Tu vas pas pouvoir faire grand-chose, donc après, il y a différentes écoles. Tu as l'école bulgare qui vont te dire: «Bon, faut taper, des sparring tous les jours». Ils finissent champions du monde. Tu as d'autres personnes qui vont te Méthode dire bourrin. ouais, voilà, et tu as d'autres personnes qui vont dire: «Bon, vaut mieux faire du light» et qui vont quand même finir champion du monde. Après, c'est à toi de trouver ce qui fonctionne pour toi, comment tu récupères, comment tu peux, encaisser les entraînements et puis voilà, après tu t'adaptes facilement. Nous, par exemple, pour donner une idée, on s'entraîne 2 heures sur table en spécifique par semaine. Ah oui, Donc ça me paraît pas en beaucoup. sparring pur, tu Ouais, vois? ah ouais, en sparring, ok. Donc 2 heures, juste de sparring où tu fais du léger, bon, tu vois, ça va, tu peux t'en remettre facilement. Donc l'idée, c'est pas non plus de faire des trucs trop, trop lourds pour justement éviter de se traumatiser les tendons et le bras parce que, après, faut enchaîner avec un autre entraînement, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et il y a un truc, je te disais, tu sais, la dernière fois dans le podcast qu'on a fait à distance, ce qui me fascine, c'est votre capacité à activer très vite, c'est les Ouais, muscles. Ça, vraiment, je trouve ça fascinant parce que tu vois, c'est un sport de combat. Et en fait, ça s'apparenterait, bon, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, comme un sprinter, ouais, comme un pilote de F1, tu sais, qui doit avoir un taux de réaction, enfin, tu sais, un temps de réaction vraiment hyper rapide. ouais, Sauf que, bah, vous, en fait, quand t'engages vraiment ton muscle et c'est un one-one, quoi. ouais. Ça, est-ce que tu le bosses spécifiquement ou est-ce que ça vient, voilà, est-ce que les connexions entre le cerveau et le muscle, elles sont à force de travailler? Ou est-ce que tu le bosses Alors tu peux le bosser et ça peut venir au fur et à mesure aussi. Dans le sens où tu as des mecs au bras de fer sportif, notamment un André Pouchkar qui est une référence du bras de fer sportif, qui est malheureusement décédé, mais lui, en termes de bon, je pense qu'il connectait. Moi, j'ai jamais tiré avec lui. Je pense qu'il connectait quand même, mais sa technique principale, c'était juste de pousser comme ça. Ouais. Donc, tu vois, il sollicite moins de muscles qu'un mec qui va en solliciter beaucoup plus. Dans le sens où, si on prend la technique de base qui est le top roll, donc l'extérieur, tu vois, tu vas devoir fléchir, utiliser ta pronation, connecter ton bras radial, faire du tirage d'eau. Et pendant que tu es ici et que tu as tous tes muscles connectés, il faut que tu te baisses avec ton poids de corps. Et en fonction, si ton adversaire il t'attaque un peu plus, tu vois, au niveau de la pronation, faut peut-être que tu lâches un peu les doigts pour attaquer un peu plus la pronation. Donc, il faut que tu t'adaptes constamment. Mais ce qu'il y a, c'est que si sur un axe spécifique, tu es pas très fort, en fait, le reste de la chaîne ne se connectera pas. Et ça, tout part vraiment de la main, tu vois. Donc, si t'as pas de doigts ou le mec arrive à te déconnecter les doigts, automatiquement, après, tu vas te déconnecter au niveau de la pronation, tu vas te déconnecter au niveau du biceps, tu n'auras plus de force. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'être équivalent sur tous les axes pour pouvoir connecter en une seule fois au ready go, boum, tu vois, t'enclenches, tu connectes tout d'un coup. Et après, ça peut venir avec le temps où tu as des mecs qui vont réussir à connecter naturellement parce que voilà, c'est plus rapide pour eux. Mais il faut se dire qu'il faut réussir à être fort, surtout au niveau de la main, parce que c'est là où tout va se jouer. Et si tu perds l'avantage au niveau de la main et du poignet, après, il y a tout qui va se déconnecter. L'avant-bras, biceps, dos, épaules, tout. Donc, il faut réussir à être fort partout et à s'entraîner en spécifique, avec des élastiques aussi pour l'explosivité, la réactivité, ce genre de choses. Et après, enfin, c'est comme pour les sparring, tu vois, tu t'adaptes, tu trouves ce qui fonctionne le mieux pour toi, quoi. Ce qui me fascine, c'est que t'as une main qui est musclée quand même. Je me rendais pas compte qu'on pouvait se Mais muscler la main. pas de ouf, hein, tu Bah, vois. quand même, ici, là, t'as une espèce de petit rond ici, là. Ah ouais? Je sais pas si tu vois ici, là. Tu sais, là, là. Ici. Ouais, ouais, T'as vu le peut-être, rond ouais. par rapport à moi? Ouais, effectivement. Mais après, il y en a C'est beaucoup aussi. affolant. Il y en a, ils ont des pouces ici, c'est des gros steaks. Mais tu vois, je suis très nul pour le grip. Tu vois, la force de préhension serrée, pour moi, c'est rien du tout, tu vois. Il y a des mecs qui font pas du T'as fait tout. le test de grip, là? Et je suis nul, 75 kilos, je crois, max. 75? Et t'as des Je mecs crois qu'on est pareil. mais t'as des mecs qui font pas du tout ça et qui tapent des 80, 90, 100, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais parce que aussi au bras de fer sportif, tu vas pas être ici. Tu vois, ça va être bien pour des mecs qui font du judo, tu vois, où il faut attraper. Mais nous, au bras de fer, tu vois, tu vas être fort à ce niveau-là. Donc, ça, c'est Mmh. plus ici. Et après,
un truc qui est bien pour le grip, quand par exemple tu as les poignets, tu sais, où tu fais les Ouais. grippers là. Les grippers, ce qui est bien, c'est de prendre le gripper, mais de le garder fléchi ici. Parce que quand tu as l'avantage sur le poignet de ton adversaire ici, faut que le mec il soit incapable de pouvoir ressortir au niveau de tes doigts. Donc faut que tu gardes la pression ici constamment. Et du coup, bah, avec les grippers, tu vas être plus fort ici que juste ici à serrer, tu vois. Ok. Putain, c'est super intéressant depuis le début ce qu'on dit. Et en fait, de ce que je vois, le bras de fer, ce serait un peu un. En fait, pour être bon au bras de fer, vu que forcément ça demande aussi un peu de masse musculaire, je verrais ça un peu, tu vois, comme le bodybuilding. Tu vois, dans le sens où c'est un sport, je pense, que tu deviens bon aussi avec le temps. Ouais, Tu vois, c'est pas, je pense que c'est pas que de la technique, parce que c'est aussi une partie musculaire, tu vois. oui. Et tu dirais que du coup, là, toi, en combien de temps, même si forcément, je pense que le niveau, il fait qu'évoluer, et bah, maintenant, pour devenir bon, bah, c'est comme dans tous les sports, tu vois, qui deviennent pros, etc., où tu Ouais. as plus de moyens qui sont mis, c'est de plus en plus compliqué. Toi, en combien de temps tu as réussi justement à titiller les meilleurs Français? En fait, ce qu'il y a, moi, j'ai jamais réussi à titiller les meilleurs Français parce qu'à chaque fois, il y a toujours un mec qui est Ouais, au-dessus de tout. Et dans chaque catégorie aujourd'hui. Et c'est des mecs aussi qui, bah, enfin, je prends l'exemple des gars dans ma catégorie de poids, donc Thomas Garot et Thibaut Adamzik, qui ont commencé. Donc Thomas Garot, ça doit faire, je crois, 2 ou 3 ans peut-être max qu'il en fait. c'est pas énorme, hein? Moi, j'en fais depuis 8 ans. Ouais. Thibaut Adamzik, il en fait depuis, commencé en 2021, 2020, allez. Donc Ouais, voilà, 5 4-5 ans, ans, quoi. voilà. Mais pour moi, là, actuellement, ils sont intouchables. Je ne peux rien faire avec eux. Parce que, bah, génétiquement, ils sont très forts, physiquement, ils sont très forts et puis même, tu en as certains qui vont avoir des comment dire? Des appétences pour une discipline ou plutôt qu'une autre, tu vois? Et bah, ces mecs-là sont excessivement forts au bras de fer sportif. Thibaut Adamzik, bon, ça fait plus longtemps, donc techniquement, tu vois, il commence à s'améliorer et Thomas Garot, lui, il est naturellement très fort. Techniquement, il commence aussi à s'améliorer, mais tu vois, je pense que je suis meilleur que lui techniquement, mais si on s'affronte aujourd'hui, ma technique ne servira à rien contre lui. C'est ouf. Parce C'est que affolant. il est plus fort que moi. Donc, faut vraiment essayer de faire la distinction entre la technique et la force, même si au bras de fer sportif, tu vas forcément. Si moi aujourd'hui, j'ai la force de Thomas Garot, je le bats. Parce que j'ai la technique que lui n'a pas et j'ai en plus de la force, tu vois. Mais aujourd'hui, m- ma technique ne suffira pas parce que j'ai pas la force qui suit derrière, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux être très très fort, mais moins bon techniquement. En fait, actuellement, c'est limite mieux d'être fort et moins bon techniquement que l'inverse. Je pense que c'est dur à dire, Ouais, ouais. c'est dur à dire. Moi, pour moi, c'est 50-50, honnêtement. Parce que tu vois, ça veut dire que tu as des gars comme Thomas Garot qui, au niveau international, bah, il va être aussi fort que certains athlètes, mais comme il lui manque la technique, il pourra pas l'appliquer et titiller le niveau mondial, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu arrives au bras de fer sportif, que tu débutes, que tu es super fort, bah, tu es très content parce que bah, tu arrives à battre des mecs qui en font peut-être depuis des années. Mais si techniquement, tu n'arrives pas à évoluer, au niveau international, ça va Sur être un plus plateau. compliqué. Voilà. Et tu vas atteindre voilà, un certain palier que tu vas pas pouvoir dépasser. Donc, il faut réussir à se dire que bah, peut-être j'axe moins mes entraînements sur la force pure, même si c'est super important, et essayer de travailler beaucoup plus la technique, tu vois. Mais après, bon, pareil, c'est en fonction des gens, de ce qui fonctionne sur eux. Mais c'est voilà, pour moi, c'est 50-50 la technique, et la force. Je dirais pas qu'il faut être, vraiment plus fort. Il faut vraiment réussir à aligner les 2 pour justement, bah, utiliser sa force grâce à la technique et bah, si tu as pas de force, tu peux pas appliquer ta technique non plus donc voilà. C'est vraiment ça fonctionne ensemble. Tu peux pas dissocier l'un de l'autre et c'est pour ça que, tu vois, si je prends l'exemple de Thomas Garot et Ouais. Thibaut Adamzik. Thibaut Adamzik, au début, il était pas technique et il perdait rapidement son poignet, tu vois? Pas explosif non plus et il perdait contre des gars qui pouvaient largement battre parce que, bah, il était beaucoup plus fort qu'eux, mais juste il n'arrive pas à connecter. Tu vois? Tu disais tout à l'heure Ouais. la réactivité, tout ça connecté d'un coup, il n'arrivait pas à le faire donc il se faisait battre par des mecs qui étaient moins forts que lui et aujourd'hui si Thibaut donc c'est le premier de la catégorie en moins de 85 et en dessous il y a Thomas Garot. Si Thibaut arrive à battre Thomas Garot, c'est parce que, bah, Thibaut arrive à être plus technique que Thomas, même si au niveau de force, tu vois, ils sont équivalents. Donc voilà, faut réussir à vraiment coupler les 2 pour être, le meilleur possible, quoi. Et est-ce que biomécaniquement,
Tu vois, dans pas mal de sports, je sais qu'à un moment, il y avait une étude qui était faite sur les sprinters, comme quoi ils faisaient, grosso modo, je crois, 1,80 m ou 1,85 m, je sais plus, bref, Ouais. et un certain poids. Bon, dans le bras de fer, c'est un peu différent parce qu'il y a forcément des catégories de poids. Mais est-ce qu'au niveau des segments, tu remarques qu'il y a quand même une similitude, peu importe la catégorie de poids, ou est-ce que actuellement, peu importe comment t'es fait, si t'as des longs bras, des longues jambes, des petits bras, des petites jambes, tu pourrais très bien gagner? Honnêtement, alors forcément, tu as des physiques qui vont être plus avantageux, mais pour une technique en particulier. Les mecs qui vont avoir des longs avant-bras, ils vont favoriser plutôt l'extérieur et le top roll parce que bah, leur bras de levier va être beaucoup plus grand, tu vois. Contrairement à des gars qui vont avoir des plus petits avant-bras et qui vont, eux, favoriser plutôt l'intérieur, donc être en pur biceps, parce que bah, ça va être moins contraignant pour eux de faire cette technique-là. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que tu adaptes ton physique en fonction de la technique qui va être la plus optimale pour toi. Après, tu as des mecs qui arrivent à être polyvalents sur tout. Quand tu as un physique entre guillemets normal, tu vois, bon, tu peux être polyvalent sur tout. Mais oui, forcément, tu auras des personnes qui vont être avantagées parce que, bah, par exemple, ils ont une plus grosse main. Tu vois, on parlait d'Oleg Jor tout à l'heure qui a un énorme brachioradial. Tu vois, dans ce cas-là, bon, bah, il va faire du top roll principalement. Tu as des mecs qui vont avoir des plus petits segments qui vont favoriser le hook. Donc en fait, tu adaptes ta technique en fonction de ton physique et ce qui est le plus optimal pour toi. Et après, tu as des mecs qui vont se dire: «Bon, bah, je vais plutôt m'orienter vers le hook parce que, bah, naturellement, c'est mieux pour moi. Je me sens mieux avec cette technique-là que le top roll et inversement». C'est trop bien, et justement, c'est là que ça s'apparente aussi un peu au sport de combat. C'est que le sport de combat, t'as une même catégorie de poids, t'as un mec qui va être géant et Ouais, t'as un mec qui va tout petit. Et tu dis, tu un mec qui est tout petit, bon courage. Et au final, bah, le mec, il le prend en lutte, il l'amène au sol, et voilà, tu vois? C'est ce qui est intéressant, tu vois, dans les différents gabarits que tu peux avoir. C'est un sport de force, forcément. Est-ce que tu optimises, est-ce que tu bon, je vais la faire courte. Est-ce que tu fais tout pour avoir la meilleure testo possible? Ou est-ce que tu t'en fous, tu fais, tu sais, tu un peu ce truc de les mecs qui font de la muscu ou des sports de force. Ouais, comment je booste ma testo? Est-ce que je prends des trucs, et cetera? Comment je mange, tu vois, pour l'optimiser au max? Est-ce que toi aussi, tu es dans ce cas de figure-là? Ou est-ce que, tu manges normalement? T'es pas forcément, dans ce truc-là? je mange normalement, oui, j'essaie d'avoir une alimentation saine, tu vois? Je prends des compléments quand même en parallèle pour essayer d'optimiser au maximum ça. Après, j'essaie de faire en sorte d'avoir le max de testo, quand même possible. Ça reste un sport qui violent, bon, tout est relatif. Ça reste un sport, tu vois, Non, de mais la testo, c'est confrontation. important, bien sûr, bah oui. Voilà, ça reste un sport de confrontation. On parlait d'agressivité tout à l'heure, il faut être quand même un minimum agressif, il faut être réactif, il faut être dedans, tu vois? Et bon, bah, forcément, c'est plus compliqué si tu arrives pas à être dedans. Donc on essaie de quand même maintenir un taux de testo. Et après, tu as des mecs qui abusent peut-être un peu trop de la testo. Classique. Mais voilà, dans tous les sports, hem, mais il faut trouver le juste milieu. Mais je me suis jamais dit, à un moment donné: «Bon, bah, enfin, j'ai la même alimentation depuis des années, une alimentation saine, tu vois, équilibrée. De temps en temps, tu manges un burger, un ze enfin, Oui, voilà. classique, bien sûr. Mais j'ai jamais compté mes calories, j'ai jamais regardé réellement mes macros. Alors, je les regarde de plus en plus depuis un mois, où je me suis dit: «Bon, bah, peut-être maintenant, il va falloir regarder surtout le taux de protéines». Mais avant, tu vois, je le faisais pas du tout. Je mangeais ce que je mangeais et puis voilà, tu vois, ça m'allait. Mais je pense que si tu veux aussi atteindre un certain niveau et une performance, tu vas avoir des performances sportives qui te plaisent, où tu es content, tu veux voir du résultat, il faut quand même, se bouger un peu et regarder l'alimentation que tu as et puis, surveiller aussi ton taux de testo, quoi. Bah, en fait, ce qui est intéressant et pourquoi je te pose la question, c'est parce qu'actuellement, bon, c'est les études qui le montrent, hein, c'est le taux de testo des hommes, il est de plus en plus en Oui, baisse. effectivement, bah Et de ce que j'ai pu voir, bah, tu vois, des sports comme en fait, de force, tu vois, musculation, bras de fer, et cetera, déjà naturellement, ça te reboosterait ta mmh. testo. Et après, tu sais, je suis curieux, tu sais, de voir ce qui peut se faire aussi pour l'optimiser. Parce que je pense que quand tu es un homme, ce serait mieux pour toi, en fait, que tu as un taux de testo qui soit, on va dire, au moins la normale, Oui. pas en dessous. Parce qu'après, on le voit, bah, tu es plus fatigué, enfin, tu fais plus de gras, tu as moins de muscles. euh, il y a plein de facteurs, tu Ouais, vois. ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça que je suis curieux, tu sais, de voir si de ton côté, tu optimises des trucs. Mais c'est Bah, intéressant de voir ça, tu vois. alors, je sais pas si c'est un truc qui est vrai, avéré. En tout cas, enfin, je pense que oui. Enfin, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais on a comment dire? Un gars de l'équipe de France, Joseph Loveille, multiple champion international, enfin bref, une figure du brasseur sportif français, qui nous a dit qu'on on était au championnat du monde en Moldavie et il nous a dit que les graines de courge Ah, permettaient de ok, ouais. maintenir un certain niveau de testo.
Du coup, quand on était en Moldavie, on est Une graine reparti de avec mon courge. pote, on a acheté 5-6 paquets de graines de courge qu'on a ramenés en France. Bon, on a acheté des graines de courge en France aussi, tu vois. Mais bon, là-bas, ça coûtait moins cher. On a acheté ça et puis du coup, bah, on en prend. Donc peut-être que ça fonctionne. Puis c'est bien protéiné aussi. Donc, moi, en tout cas, j'en rajoute tout le temps maintenant. Donc je suis les conseils. Donc voilà. Graines de courge, si vous voulez en prendre, prenez-en. Et pareil pour les compléments alimentaires aussi. Toi, tu prends quoi du coup en Alors, complément de alimentaire? base, je suis pas quelqu'un qui en prend énormément. Je privilégie principalement la créatine pour la force, l'endurance, la puissance indispensable pour le bras de fer sportif, et le collagène pour plus les tendons et articulations, parce que bah, ça va être principalement tourné sur ça. Enfin, c'est les tendons et les articulations qui vont prendre le plus de choc. Après, pour moi, le reste, c'est du bonus. Ça peut être forcément optimisé, tu vois. Je prends de la citrulline pour, comment dire, Ouais, pour l'endurance musculaire. l'endurance, voilà, musculaire pour les entraînements, parce que quand tu fais des entraînements qui durent 3 heures, faut que tu puisses les encaisser. Et même quand tu as des combats qui durent un certain temps, faut que tu puisses aussi suivre derrière. Mais honnêtement, créatine et collagène, c'est ce que je prends depuis le début et que j'ai jamais arrêté de prendre. Le reste, bon, bah, des fois, je regardais, je faisais, bon, bah, je vais tester ça, je vais tester ça. Mais sans grande. Enfin, j'étais pas assidu là-dessus. Je suis vraiment assidu que sur la créatine et le collagène. Collagène, c'est game changer. C'est game changer, hein. Parce que tu sais, souvent, bon, moi, le premier, tu penses à la performance. Ouais, Tu prends tout pour la performance. oui. Performance, performance. À un moment, tu te blesses. Tu dis, ah, qu'est-ce que je pourrais prendre finalement, tu sais, pour mieux récupérer, etc. Et le collagène, c'est masterclass. C'est vrai que ça aide quand même bien, hein. Franchement, c'est masterclass. Je crois que t'as pas d'études, on va dire, tu vois, qui te prouvent que prendre du collagène, etc., ça marche. Il y a tellement de gens qui en prennent et pour qui ça marche Oui, c'est ça. que tu dis, en vrai, peut-être essayer d'en prendre, tu vois. Ouais. Et moi, honnêtement, quand tu vois, il y a des moments où je suis plus dans le. Je suis un peu détaché, tu vois, de l'entraînement et bon, bah, je fais un entraînement, voilà, je side comme un porc et puis après, je prends pas forcément de compléments alimentaires. Et je me rends compte que quand je prends du collagène, les douleurs après un sparring sont beaucoup moins intenses et je sais que je peux m'entraîner dans 2 jours. Que si pendant un certain temps, je prends plus de collagène, je sais qu'après le sparring, je vais avoir mal et ça va être insoutenable, tu vois. Bien sûr. Et forcément, bah, du coup, après, ça, tu reprends peut-être aussi l'entraînement, mais tu seras peut-être pas à 100%. Ouais, non, voilà, c'est ça. Tu vois, là, on a parlé beaucoup de ton rôle, enfin, de Toto en tant que ferriste. Si on parle un petit peu de Raphaël, qui arbitre, parce que c'est aussi un gros rôle, tu vois, je sais que ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, on met beaucoup l'accent, je trouve, sur les arbitres. Tu vois, je crois que c'est Amazon Prime qui fait ça. Ils équipent, tu sais, les arbitres de foot et de rugby. OK, Et en fait, bah, du coup, tu peux voir un petit peu ce qui se dit pendant un OK. match. Et vraiment, je te jure que de plus en plus, je me passionne pour ça. T'as aussi, putain, je sais plus comment il s'appelle, sur Canal+, je sais pas si c'est Clément Turpin, non, je crois que c'est pas lui, je crois que c'est un autre. Et en fait, il analyse, tu sais, des matchs de Ligue des Champions. OK. Parce que souvent, tu sais, tu vois des choses, tu te dis, ah, mais pourquoi il a fait ça, etc. Et en fait, tu comprends vachement, tu vois, du coup, ce qui se passe dans le match. Ouais, Il a fait avec la remontada du PSG, là, quand Paris perd 6-1. OK. Ah Et du oui, coup, en fait, tu comprends de la catastrophe, qu'en fait, elle se prépare vraiment avant le match. Et c'est trop intéressant. oui, effectivement, ouais. Bah, Franchement, c'est trop intéressant. En fait, c'était parce qu'en gros, l'arbitre de ce match-là, initialement, c'était pas cet arbitre-là qui devait arbitrer. Il s'avère qu'en gros, l'arbitre, il avait fait finalement que très peu de matchs, tout OK. ça. Pareil pour l'assistant. L'arbitre assistant, c'est un mec qui n'avait jamais arbitré à ce niveau-là. Ils l'ont mis là. Et tu sais, c'est plein de trucs comme ça, tu vois. Oui, oui. Et toi, justement, c'est quoi ton rôle en tant qu'arbitre dans le bras de fer sportif? Bah, le rôle d'un arbitre, c'est de veiller au bon déroulé d'une compétition. Si on prend large, et puis après on Vas-y. ciblera. Mais c'est de veiller au bon déroulé d'une compétition, pouvoir être capable de mettre les bons arbitres au bon moment et sur les bonnes tables. Dans le sens où, je dis pas qu'il y a il y a des catégories, tu vois, qui sont moins importantes que d'autres, mais il y a des catégories qui vont être plus difficiles que d'autres. Si je prends l'exemple d'une catégorie, par exemple, moins de 100 kilos, qui est une grosse catégorie, tu vas pas mettre des arbitres qui vont être, par exemple, là depuis, quelques mois ou qui ont pas forcément l'habitude. Parce que le problème, c'est que les athlètes crient énormément sur les arbitres. Et quand, par exemple, ils perdent, c'est En la vrai, faute c'est de une folie. l'arbitre, Ok, ouais. tu vois? Donc, faut être capable d'encaisser, les remarques. Faut être capable, tu vois, bah, oui, voilà, d'encaisser les remarques des athlètes, le fait qu'ils crient, qu'ils se mettent pas d'accord sur la prise de enfin, sur le grip. Et le moment qui m'a le plus marqué, moi, c'est quand j'ai arbitré au Challenger Series, où c'est, en gros, il y a le East versus West, c'est la ligue de référence professionnelle comme l'UFC, tu vois? Et en dessous, tu as le Challenger Series, donc ouais, c'est la Ligue 2 du East versus West, tu vois? C'est juste en dessous, mais tu as des athlètes du Challenger Series qui tirent au East versus West. Donc il y a quand même un certain niveau. Et
il s'avère que j'ai arbitré le fils de Devon Larratt. Devon Larratt, c'est une légende Voilà, du bras de fer. voilà, la légende, tout le monde le connaît, il gueule à chaque fois. Bon, lui, tu sais que quand tu vas l'arbitrer, déjà, ça va être compliqué. Son fils, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est très compliqué d'arbitrer ce genre de combat parce que bah, les mecs se mettent jamais d'accord, ils crient, ça chipote. Après, il y en a qui font, enfin, tu vois, ils prennent le bras et direct, ils l'emmènent au pad. Enfin, voilà, tu vois, c'est que ça. Après, c'est du show. Et bon, c'est des Américains, on leur en veut pas, tu vois. Mais il faut être capable, tu vois, de prendre sur soi et de se dire, OK, bon, je vais pas les insulter, je vais attendre, je vais être professionnel et on va faire les règles, enfin, on va faire démarrer le combat dans les règles de l'art, tu vois. Donc, il faut avoir une certaine confiance en soi parce que si tu as pas confiance en toi, bah, tu vas te faire marcher dessus par les athlètes, tu vas faire des erreurs d'arbitrage et bon, bah, comme pour le match, PSG, Ouais, PSG voilà, Barcelone. Barcelone, si l'arbitre n'a pas l'habitude de ce haut niveau-là, bah, tu vas faire des erreurs que, bah, un autre arbitre n'aurait pas fait. Mais après, si tu as pas d'expérience non plus à un certain niveau, tu pourras jamais, gagner en expérience et pouvoir te permettre d'arbitrer de gros trucs. Donc je pense qu'après, il faut trouver un juste milieu dans le sens où tu vas pas mettre un débutant vraiment sur un truc haut niveau. Il faut quand même avoir un minimum d'expérience et tu te dis qu'ensuite, bon, bah, je me sens plus ou moins prêt pour arbitrer ça et au moins, bah, je suis dedans, je suis lancé, je suis dans le bain, c'est bon, j'arbitre, je fais ce que je sais faire et voilà. Mais en tant qu'arbitre, tu vois, c'est peut-être parfois plus compliqué que d'être athlète parce qu'athlète, tu fais juste ce que tu sais faire en fait. Tu viens, tu fais, Voilà, tu tu fais fais ta perf. c'est ça et c'est tout. Alors que l'arbitre, il doit être vigilant au fait que, bah, déjà, il y ait pas de faute, pas de position dangereuse, que le départ soit vraiment fair play. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte pendant un combat. Tu dois regarder si le coude, il sort pas du pad, tu dois regarder que l'épaule ne traverse pas le milieu de la table, tu dois regarder que le poignet, il soit pas sous la ligne du pad. Tu dois naviguer entre 3 points, être là comme ça, tac, 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 en sorte de triangle, tu vois? Pour être vigilant et que, bah, ne pas favoriser un athlète plutôt qu'un autre. Mais forcément, après, l'erreur est humaine et les arbitres font des erreurs. Mais moi, j'invite toutes les personnes qui ont l'habitude de crier sur les arbitres, d'être arbitre, de voir ce que ça fait et de comprendre que bah, c'est pas forcément simple. Mais après, bon, bah, voilà, parfois l'arbitre fait une erreur, bon, bah, d'accord, c'est dommage, ça je suis d'accord, mais il faut se dire que bon, bah, l'erreur est humaine. Aujourd'hui, ça t'a défavorisé parce que bah, tu pas gagné le combat. Je suis sûr que le lendemain, l'arbitre fait une erreur à ton avantage, bah, il va rien dire l'athlète, tu vois? Donc un jour, ça peut te favoriser, l'autre jour, non. Mais les personnes vont avoir tendance à crier quand ça va les défavoriser, pas quand ça les favorise. Donc bon, voilà, faut réussir à prendre un peu tout, avoir confiance en soi et puis après, niveau arbitrage, on peut être opérationnel. Je vais te poser une question, on va voir ce que tu réponds. Est-ce que, en vrai, faut pas être fou pour être arbitre? Pas fou, mais en fait, Ouais, je mais enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, qu'est-ce qui, tu penses, qu'est-ce qui attire, en tout cas, qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ce rôle? Parce que le rôle d'arbitre, comme je te dis, c'est un rôle, je trouve, en tout cas, et c'est bien, hein, parce que mine de rien, bah, demain, t'as un arbitre, typiquement, il est en finale bref, il arbitre une finale de mmh, tennis. Bah, pour l'arbitre, c'est aussi une finale, tu vois. Enfin, tu sais, ouais, faut qu'il soit bon. non, c'est sûr. Justement, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Et qu'est-ce qui peut attirer, tu penses, les gens qui se lancent Moi, de dans base, l'arbitrage? j'étais pas fait enfin, je sais pas que j'étais pas fait pour l'arbitrage, mais de base, j'étais pas prédestiné à avoir un rôle, entre guillemets, «aussi important» au niveau de l'arbitrage et aujourd'hui d'être passionné également par l'arbitrage. Donc Parce que t'es arbitre international, enfin, on l'a voilà, pas dit, mais je ouais. suis arbitre international, j'arbitre lors des championnats du monde, championnats d'Europe aussi. J'ai comment dire? J'ai arbitré aussi, enfin, on m'invite de temps en temps pour arbitrer des championnats nationaux, tu vois? Donc, tu vois, c'est de l'expérience que tu prends à droite à gauche et chaque, expérience va être différente parce que tu vas pas arbitrer les mêmes athlètes, ils vont pas avoir le même comportement. Donc, faut que tu sois capable alors, être fou, je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un voilà, Si tu veux, quand tu t'es crié dessus, ouais, voilà, tu vois? oui, c'est vrai que Non, mais bon, c'est marrant, non, mais c'est marrant, tu vois, il y a quand tu peut-être dis un ça, peu de mais folie à avoir parce que, bah, oui, quand tu vas te faire crier dessus, moi, je trouve voilà, ça fou, t'as un mec plein de testo qui te crie dessus parce qu'il a perdu, parce qu'il est pas voilà. d'accord. Mais après, tu vois, il y a des arbitres, notamment celle qui gère l'arbitrage dans le monde, elle fait, je pense, je sais pas, peut-être 1,55 m, 1,50 m. Elle doit faire 45 kilos. Mais je te promets que quand elle arbitre, les 2 athlètes, même s'ils tirent en plus de 110, ils font 150 kilos chacun, ils ne disent rien. Mais parce que si toi, t'en imposes pas et que tu pas confiance en toi, bah, tu vas te faire marcher dessus comme je disais tout à l'heure, tu vois? Donc
Je pense qu'il faut quand même un peu de folie parce que tu sais que ça va être des situations qui vont pas être faciles pour toi. Alors tu as des combats qui se passent très bien, ils se placent directement bien, boum, ready go, ça part, on enchaîne, voilà, ainsi de suite. Tu as des situations qui vont être beaucoup plus compliquées parce qu'il va falloir aussi interpréter ce qui s'est passé et il y a des décisions à prendre qui vont être difficiles. En plus, tu peux tuer un match, hein. Si C'est tu ça. fais, c'est ça, une mauvaise décision, ça peut tuer un match. Si tu tues un match, tu as des sportifs pour qui ça peut faire bousculer leur carrière, tu Ouais, vois. bah oui, non, c'est sûr et puis même après ils vont perdre confiance, le match d'après, ils peuvent le perdre. Enfin, ça peut tuer une compétition et oui, une carrière et l'avantage aussi en tant qu'arbitre au bras de fer sportif, c'est que tu es 2. Du coup, tu peux, si tu T'as un as assistant, c'est ça? voilà, OK. donc il y a la table, donc moi, par exemple, je suis arbitre principal et tu as un arbitre qui est de l'autre côté de la table et du coup, tu peux plus facilement échanger avec cette personne-là et si tu as un doute sur une décision à prendre, tu prends ton arbitre second à part, vous discutez, vous échangez, vous prenez la meilleure décision possible. S'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas sûr, bah, dans ce cas-là, en fait, on va refaire le combat, tout simplement. D'accord. Donc il y a quand même un aspect qui est vraiment enfin, un aspect humain à prendre en compte et il faut vraiment analyser chaque situation, bah, en fonction de ce qui se passe. Parce que mais il faut prendre du recul aussi et se dire: «Bon, bah, déjà, faut être impartial» parce que, bah, tu vas pouvoir arbitrer, bah, un gars de l'équipe de France. Et je me suis retrouvé en championnat du monde à arbitrer, Ah, un des mecs Français peut arbitrer un Français, voilà, c'est OK. ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'arbitre, tu ne représentes pas ton pays, tu représentes la fédération mondiale. Donc déjà, bon après, il faut réussir à prendre le recul, Ouais, par c'est rapport à dur ça, quand même, hein, franchement. mais il faut que tu arrives à voilà, à te dire: «Bon, bah, c'est un Français, mais enfin, je serai intransigeant» et naturellement et c'est ce que me disait mon ami Ahmed, il me disait qu'il trouvait que j'étais encore plus dur avec lui, tu vois, quand je l'arbitre, qu'avec d'autres personnes. Mais parce que je pense que naturellement et inconsciemment, tu te dis tu veux que ce soit le mieux possible pour que justement lui te dise rien du tout, tu vois? Parce qu'avant, bon, c'est vrai que, tu progresses forcément aussi au niveau de l'arbitrage. Avant, tu fais des erreurs, il y a des choses que tu vois pas forcément et il me reprochait beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à l'arbitrage. Au fait que, par exemple, il partait avec la pronation ici et honnêtement, chaque millimètre va compter au bras de fer sportif et dès que tu vas être, par exemple, ici, tu peux perdre le combat, Ouais. alors que si tu es là, tu peux le gagner. Donc voilà, ça rentre en compte et c'est vrai que, bah, plus tu prends les remarques, plus tu dis: «OK, bon là, je vais être encore plus vigilant» et tu l'es de plus en plus et ainsi de suite et du coup, bah, tu vas avoir tendance à être un peu plus strict avec les personnes que tu connais pour justement éviter que, bah, il y ait soit des reproches qui sont, comment dire? Que j'entends totalement parce que, bah, voilà, il y a des erreurs qui sont faites, tout ça. Mais d'un autre côté, bah, faut réussir à être aussi intransigeant avec l'adversaire, ton ami, en tout cas la personne que tu connais et être le plus impartial possible pour que, bah, le combat se fasse dans les meilleures conditions possibles, que ce soit fair play, que s'il y a une décision à prendre, tu la prends pas parce que c'est lui ou pas parce que c'est lui, tu la prends parce que à ce moment-là, il s'est passé ça. Donc faut réussir à faire, à plus regarder, tu vois, la situation plutôt que les athlètes et il y a beaucoup d'arbitres, alors aujourd'hui ça dépend, mais de moins en moins, mais tu as des arbitres qui vont arbitrer pour voir le combat. Dans le sens où, bah, tu es là et voilà, ils regardent le combat, mais ils regardent pas forcément ce qui se passe. Alors que quand tu es arbitre, tu regardes ce qui se passe et le combat, c'est secondaire, si ce n'est en fait, tu regardes pas le combat. Tu regardes vraiment ce qui se passe pour prendre la décision en conséquence. Parce que une blessure peut vite arriver et si, par exemple, tu signales pas, par exemple, quelqu'un touche le pad. Ça a été tellement rapide, il a mis un à-coup, ça fait tac tac. Si l'arbitre second ne le voit pas, il et tant qu'on n'a pas arrêté le combat continue. Mais si l'athlète, ne sait pas qu'il a gagné, il peut remettre un à-coup, mais s'il remet un à-coup mal placé, ça peut blesser l'autre adversaire et ainsi de suite. Donc faut être assez vigilant et aussi réactif pour se dire: «OK, bon, bah, là, j'arrête le combat tout de suite parce qu'il s'est passé ça», tu vois? Et en tant qu'arbitre, parce qu'on sait très bien que, bah, l'erreur est humaine, hein. Errare humanum est, pour ceux qui ont fait du latin. Non, blague à part, forcément, même si tu es le meilleur arbitre du monde, tu pas une machine. Même une machine, je pense qu'elle ferait des erreurs. Et d'ailleurs, on voit maintenant qu'il y a beaucoup aussi d'arbitres, tu vois? Qui tu les arbitres de terrain, tu les arbitres, en dehors du terrain. Je parle pour le foot principalement aussi. Ouais, Tu as aussi la VAR, enfin, tu as plein de trucs. Maintenant, tu as vraiment un en fait, l'arbitre maintenant, c'est un global. oui, Tu as beaucoup de choses qui font que, voilà, tout est mis en place pour que ça se passe du mieux possible et pour réduire, on va dire, le facteur X, enfin, le facteur, d'erreur possible. ouais. Toi, justement, comment tu arrives à prendre du recul sur le fait que, parfois, bon, c'est bizarre ce que je veux dire, mais ça peut être OK de faire une erreur, tu vois? Honnêtement, c'est un peu compliqué parce que si on prend l'exemple classique de la faute de coude,
heu, bah, parfois, tu vois, il va peut-être soulever le coude, mais toi, dans ta tête, tu vas dire: «Est-ce qu'il a vraiment soulevé le coude ou pas?» Et du coup, tu sais pas si tu dois intervenir ou pas. Et parfois, c'est un peu compliqué et tu te dis que, bah, prendre du recul dans ces moments-là, c'est enfin, faut réussir à être suffisamment réactif et à être lucide en fonction des situations pour te dire: «Est-ce que là, j'interviens ou est-ce que j'interviens pas?» Tu vois? Et quand tu fais des erreurs d'arbitrage, bah, après tu essayes de, entre guillemets, «relativiser» dans le sens où, bah, OK, moi j'ai tendance à quand il y a un combat qui est très serré, tu vois? Où tu sais pas trop ce qui va se passer, je regarde le combat au ralenti, mais pas pour voir, tu as des athlètes qui vont regarder le combat au ralenti pour voir: «Ah OK, il a fait un top roll, il a attaqué ici». Moi, je regarde au ralenti pour voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu une faute de coude? Est-ce qu'il a lâché, tu vois, la poignée? Tout ce genre de choses. Et c'est vrai que quand je regarde ça, je me dis: «OK, bon, j'ai fait une erreur à ce moment-là, mais après il s'est passé ça qui a avantagé l'autre», tu vois? Et donc je me dis: «Bon OK, là j'ai peut-être fait une erreur, mais après ça a pas changé grand-chose puisque, bah, l'autre il en a refait une et entre guillemets «compteur à zéro», tu vois? Mais il faut éviter un maximum d'être dans ces situations-là parce que, bah, après sinon c'est la porte ouverte à tout Bah, après, c'est le et chaos, hein. voilà. Ouais, c'est clair. Et moi je me souviens les premiers championnats du monde que j'ai arbitrés, c'était en 2022 en Turquie. C'était la première fois que j'ai arbitré un championnat du monde et en gros j'ai fait une erreur d'arbitrage monumentale. Honnêtement, c'était vraiment monumental. C'était 2 athlètes, un Kazakh contre, un Pakistanais. C'était à Istanbul, en Turquie. Et en gros, donc, bah, forcément, les mecs, ils font le trajet pour venir ici. Tu as des mecs d'Amérique du Sud qui viennent à Istanbul, qui font 24 heures d'avion. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et perdre sur une erreur d'arbitrage, bah, parfois, tu peux avoir les boules. Même si tu sais potentiellement que tu vas pas gagner le combat, mais tu dis: «Est-ce que j'aurais peut-être pu faire quelque chose?» Tu vois? Il s'avère que là, moi, j'arbitre et manque de bol, c'était du coup un Kazakh et les Kazakhs sont réputés pour être extrêmement rapides et être extrêmement explosifs, tu vois? Et il s'avère que donc moi je donne le ready go et en fait le Kazakh, il fait ça. Donc il lève le coude, mais c'est pas juste ça, hein, c'est il lève le coude. C'est visible à l'œil nu pour n'importe qui. Mais en fait, il s'avère que, bah, je l'ai pas vu à ce moment-là. Peut-être que j'étais mal positionné. Mon arbitre second l'a peut-être pas vu non plus, tu vois? Et bah, on s'est regardés tous les 2, on a fait: «Bon, bah, OK» et on a désigné le vainqueur. Donc, moi, après, quand on en a parlé, j'étais excessivement mal parce que j'ai vu la vidéo, j'ai fait: «Mais en fait, c'est pas possible de laisser passer ça. C'est pas Du coup, c'est possible» trop tard, quoi. et c'est trop tard. Mais en compétition, les entraîneurs, les capitaines d'équipe peuvent protester parce que, bah, il y a eu une erreur d'arbitrage et on refait le combat. Moi, j'étais très mal. Je suis allé voir la responsable de l'arbitrage, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, j'ai fait ça, tout ça. Premier championnat du monde, bah, ça me la fout un peu mal. J'essaie Ouais. de passer mon diplôme, je fais une erreur comme ça. Voilà, je suis un peu, je tremblote, tu vois? Et elle m'a dit: «Mais en fait, oui, tu as fait une erreur d'arbitrage, mais eux aussi ont fait une erreur. C'est pas 3 jours après qu'il faut se réveiller en disant: "Bah, lui, il a fait une erreur"». C'est quand tu vois l'erreur, tu viens, tu protestes. Bon là, l'erreur était justifiée, tu vois? Enfin, dans le sens où le mec proteste, il a raison. Donc le mec proteste, il a raison, on refait le combat. Mais c'est pas en se pointant 3 jours après où tu vas te dire: «Bon, bah, OK, bah, c'est OK, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ouais, La c'est un peu trop compétition tard, a quoi. lieu à Bien sûr. 3 jours, donc on Ouais, va bien rien sûr. pouvoir faire. Alors oui, il a fait une erreur, oui, on l'a pas réprimandé, mais on l'a signalé, tu vois? Mais maintenant, c'est trop tard. Fallait se réveiller à l'instant T, tu vois? Et du coup, bah, faut réussir à trouver un juste milieu et essayer de faire le moins d'erreurs possible et plus tu vas arbitrer, moins tu feras d'erreurs Est-ce et que ouais, excuse-moi, vas-y, vas-y. juste pour terminer et plus tu vas arbitrer des compétitions difficiles aussi, moins tu vas faire d'erreurs. Parce que, alors tu vas en faire au début, mais après tu vas avoir un certain niveau d'exigence qui va être très élevé. Aujourd'hui, tu as des arbitres qui vont se dire: «Bon, les championnats de France, c'est une compétition, on va être intransigeant au niveau de l'arbitrage» et en open, par exemple, régional, ils vont être, un peu plus tranquilles, tu vois? C'est un open régional, il y a Ouais, moins d'enjeux. bien sûr. Alors que en fait, faut peu importe la compétition, te Faudrait dire garder un voilà, même niveau, tu quoi. tu tu restes intransigeant quelle que soit la compétition, quels que soient les athlètes, même s'ils sont 10, faut que tu appliques les règles qui te sont données, quoi. Après, tu habitues mal les personnes aussi, quoi. C'est ça et il faut réussir à être, à partir du moment où tu connais les règles, en fait, juste tu les appliques, c'est tout. Bah, tu vois, moi, c'est dans le CrossFit, tu sais, je t'avais expliqué un peu, mais tu sais, tous les ans, en gros, tu as les Open Ouais, et après, en fait, tu as Open, quart de finale, demi, après, c'est, OK, la finale, c'est le ouais. World, Championship, en gros et en fait, dès les Open, alors que tout le monde les fait, bah, tu as des standards. Sinon, Bah après, oui, c'est le bazar, oui, tu vois? Et peu importe ton niveau, tu as des standards, faut que tu les respectes. C'est écrit et quand tu arbitres comme ça,
est-ce que tu as un classement un peu des arbitres? Dans le sens où, est-ce que là, tu fais une erreur, est-ce que ça te pénalise pour la suite? Ou est-ce que dans le fond, ça change pas grand-chose? Alors, au niveau international, bah, j'ai fait cette erreur et à la fin, j'ai eu mon diplôme senior. Donc, bon, sur le coup, ça n'a pas changé grand-chose. Tu peux pas faire arbitrer une compétition sans faire zéro erreur. C'est vraiment impossible, tu vois. Et après, il faut juste prendre du recul sur quel type d'erreur c'est, tu vois. Est-ce que c'est une. Enfin, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Moi, je sais qu'en championnat national, tu vois, si j'ai donné des diplômes à beaucoup de personnes, l'année dernière, j'en avais donné zéro, tu vois. Parce qu'en gros, c'est un diplôme que tu obtiens C'est pour ça, arbitrer à c'est tel ça. niveau, quoi. Ok. Donc, c'est junior, junior, senior, major et master. Et du coup, le diplôme, comment tu l'as? C'est t'as des tests aussi à l'écrit ou c'est juste tu fais ton. Enfin, juste tu fais. Ou c'est t'arbitres Alors, et par rapport à comment t'arbitres, t'as une certaine qualification. ouais, ils passent le séminaire d'arbitrage. Ils ont quelques mises en situation, tu vois. Et après, moi, je les évalue lors des championnats nationaux. Bon, après, ça va être lors des Open aussi, parce que bah, plus il y aura d'arbitres, enfin, plus il y aura de demandes d'arbitrage aussi, bah, va falloir délivrer des formations et ça peut pas être qu'une fois dans l'année parce que bah, des gens peuvent pas se déplacer non plus pour telle ou telle raison. Donc l'idée, c'est de se déplacer un peu. Et t'as des demandes justement. Enfin, depuis tout à l'heure, je te coupe la Bah, parole, je suis désolé, mais j'ai plein de questions qui t'inquiète. viennent. Justement, tu sens que t'as de plus en plus de personnes qui veulent être arbitres aujourd'hui? Honnêtement, ouais. Je sais pas Parce si. que j'ai l'impression aussi, moi, de mon côté. Ouais, je sais pas si c'est bah, parce que je fais peut-être du contenu sur les réseaux sociaux, que je suis arbitre, j'essaie de promouvoir la discipline, tu vois. Mais il y a de plus en plus de monde qui veulent faire arbitre et une personne qui a envie de faire arbitre arbitrera bien. Une personne qui est en compétition, tu te dis bon, il manque un arbitre, est-ce que toi là-bas tu peux venir arbitrer? Ça te la voix, Voilà, laisse tomber. ça va être C'est clair. n'importe quoi. Donc à partir du moment où la personne est volontaire pour arbitrer et motivée, moi je dis oui. Je dis viens, viens, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, viens arbitrer. Et sans compétences de base, quoi. Et sans compétences T'apprends. de base. Et c'est des personnes, tu vois, qui assimileront mieux les règles, qui auront plus tendance à mieux arbitrer que des personnes qui sont là parce qu'elles doivent être là, tu vois. Si tu prends du plaisir à faire un truc, tu vas le faire à Forcément, tu seras fond, bon, bien sûr. voilà, et tu Ouais. seras bon. Donc aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus d'arbitres en France, ça fait plaisir. Tu vois, il y a une époque où je me disais, je ne me voyais pas du tout faire un championnat national sur 6 tables en simultané. 6 tables en simultané, ça veut dire 12 arbitres minimum. Et il faut te dire que, bah, faut tourner aussi parce que si parce qu'il y a des arbitres, la majorité des arbitres font la compétition et arbitrent. Donc c'est-à-dire qu'il faut que moi, en tant que responsable, je me dise: «OK, bah, à ce moment-là, lui, il a sa catégorie dans 10 minutes, bah, faut que je trouve un remplaçant pour qu'il arbitre et que, bah, l'arbitre en question aille s'échauffer, se mettre dans sa bulle et commencer sa compète», tu vois? Là, tu vois, cette année, on avait 24 arbitres, donc on a pu faire les championnats sur 6 tables en simultané. Après, on a vu des arbitres internationaux aussi, parce que, bah, forcément, ça met, tu parlais de standard, ça met bien les bases et ça habitue les gens aussi aux standards des compétitions mondiales. Mais maintenant, quand moi, je vois une équipe avec 24 arbitres, moi, je suis plus qu'heureux. Parce que je sais que, bah, c'est des personnes sur qui je peux compter et que, bah, c'est des personnes qui vont bien arbitrer parce qu'elles sont volontaires, elles veulent arbitrer, tu vois? Après, il y a certains degrés, dans le sens où je donne pas non plus le diplôme à n'importe qui, chose que je faisais avant, parce que, bah, avant, il fallait plus de reconnaissance, tu vois? Et forcément, tu étais un peu moins intransigeant et tu disais: «Bon, bah, OK, on va te donner le diplôme». Alors, c'est des personnes qui le méritaient, hein, je dis pas que je l'ai donné à n'importe qui, tu vois? C'est des personnes qui ont déjà arbitré. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus intransigeant parce qu'il y a de plus en plus de monde et comme le niveau augmente, tu peux pas te permettre de laisser passer certaines erreurs d'arbitrage, tu vois? Aujourd'hui, il y a des trucs qui vont vraiment faire la différence et qui peuvent tuer un combat parce que tu as fait une erreur. Donc voilà, j'essaye de donner les diplômes aux personnes méritantes et de faire passer des grades aux personnes qui méritent de passer un grade. Mais après, ça a vocation à vraiment beaucoup plus se structurer aujourd'hui, donc par les formations, les séminaires qu'on organise, tu vois? Et et par le biais de tests aussi qui vont être, écrits et de mise en situation pure et dure. Quand j'ai passé mon diplôme d'arbitre, international à la WAF, la mise en situation, c'était la mise en situation la plus compliquée de ma vie et c'était encore plus compliqué qu'un vrai combat de brassard sportif, tu vois? Parce que en fait, les arbitres sont là pour te mettre vraiment en difficulté, mais pire qu'en difficulté. Ils te mettent dans des situations où tu es pas du tout à l'aise, en fait. Ils crient tout le temps, ils te demandent: «Mais tu es sûr de ta décision là?» Enfin, ce genre de trucs qui te mettent vraiment pas à l'aise et du coup, bah, tu te dis: «Est-ce que j'ai pris la bonne décision?» Et du coup, tu as pas confiance en toi. Mais il faut réussir à voilà, on parlait de prendre du recul, il faut réussir à prendre du recul sur ça et te dire: «J'applique uniquement les règles». Je fais abstraction, des esclavements d'un tel, ce genre de choses et je me dis: «OK, cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé?» Bon, bah, je fais
j'applique telle règle, ce genre de choses. Et voilà. Honnêtement, les mises en situation au championnat du monde, au championnat d'Europe, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que, bah, c'est des situations que tu as pas l'habitude de voir de base, quoi. Et mon objectif, c'est de mettre en place des mises en situation pour les championnats de France, pour que les arbitres puissent, bah, se rendre compte de la complexité du métier, sans les mettre non plus dans des situations, alambiquées ou je sais pas quoi, Bien comme en sûr. championnat du monde, tu vois? Mais leur mettre un certain niveau d'exigence pour que, bah, justement, bah, quand les athlètes tirent au championnat de France et qui sont sélectionnés en équipe de France et qui vont au championnat du monde, bah, c'est la même qualité d'arbitrage. Parce que si tu es plus laxiste en championnat de France, championnat du monde, les mecs qui vont arriver, ils vont être tranquilles, ils vont se dire: «Bah, ouais, mais on m'a arbitré comme ça, pourquoi c'est pas possible Ils ici?» sont habitués Tu après. vois? Mmh. Donc voilà, tu parlais de standards au CrossFit, il y a des standards aussi, au niveau de l'arbitrage, au niveau des règles et qu'il faut appliquer quel que soit le niveau de la compétition. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, sur le bras de fer. Si on Ouais. devait finir avec une, dernière question, de ce que je vois et de ce qu'on a pu parler, le bras de fer est super bien organisé quand même, tu vois? Parce que tu as différents championnats, tu sens que voilà, même au niveau de l'arbitre, parce que je pense que l'arbitre, c'est un facteur aussi, tu vois? Qui montre à quel point ta discipline, elle est structurée ou pas. Comment toi tu vois l'avenir du bras de fer? Je sais que voilà, on parle beaucoup de disciplines qui sont intégrées aux JO et cetera. J'irai pas jusque-là, mais est-ce que ce serait est-ce que c'est déconnant peut-être, tu vois, de se dire un jour on verrait peut-être le bras de fer aux JO? Ou est-ce que c'est encore trop loin? Alors, tu peux aller jusque-là, puisqu'on est le bras de fer sportif a été sélectionné sur la shortlist des Jeux paralympiques de Paris 2024, donc pour faire partie des Jeux paralympiques déjà. Donc, on a vocation à être une discipline olympique. On a fait une démonstration lors du village olympique aussi, donc il y a quand même une certaine reconnaissance de la part du comité olympique qui fait que, bah, le bras de fer sportif a le plein potentiel pour être olympique. Après bon, voilà, il y a un cahier des charges à respecter, c'est pas facile non plus de rentrer au niveau olympique, mais en tout cas, oui, d'ici quelques années, le bras de fer sera une discipline olympique et il y a eu les World Combat Games en 2023 à Riyad. Bon, c'est les jeux olympiques des sports de combat uniquement, le bras de fer sportif était présent. Donc C'est un très bon début, ouais. oui, voilà, c'est plus comment dire? C'est plus prestigieux puisque comme ça a lieu tous les 2 ans, bah, tu te dis que quand tu es champion, bah, tu es champion pour 2 ans. C'est comme la coupe du monde au football, tu vois? C'est sur 4 ans, bah, c'est le titre le plus prestigieux que tu peux avoir. Un champion olympique, pareil. Donc plus la compétition se fait rare, plus c'est prestigieux et déjà arriver à une compétition, les World Combat Games, c'est une étape qui est incroyable pour le bras de fer sportif et petit à petit, le bras de fer sportif va s'incorporer dans des, comment dire? Dans des compétitions aussi prestigieuses que ça, qui vont être très spécifiques. Jeux olympiques, jeux paralympiques, c'est l'objectif principal. On a beaucoup de reconnaissances qui font que, bah, on a tout pour être une discipline olympique. Bon après, est-ce que ça va être dans comment dire? Aux prochains jeux? Peut-être pas, mais en tout cas, à partir du moment où tu es sélectionné sur la shortlist, Ouais, tu sais que tu peux tu le plus faire. très loin, quoi. Voilà, tu es plus très loin. Et en plus, on a ça qu'on n'a pas forcément dit, après on peut pas non plus tout avoir dans le podcast, il faut faire des choix. Mais, c'est vrai que tu as aussi une catégorie paralympique, enfin, Ah oui, tu as beaucoup de places. Enfin, maintenant, tout le monde, entre guillemets, le bras de fer, c'est un sport qui est hyper inclusif. tout à fait. Et ça, c'est important aussi, tu vois? Ouais, c'est inclusif parce que, bah, au niveau des handicaps, tu as les personnes qui vont avoir un handicap mental, qui vont avoir un handicap visuel, auditif, moteur, qui vont tirer en fauteuil roulant, qui vont être amputés et tout ça, c'est il y a des catégories spécifiques pour que justement, bah, les règles sont adaptées en fonction du handicap forcément. Par exemple, les personnes qui sont sourdes, les arbitres ne vont pas du tout parler. Ils vont toucher l'athlète et lui dire: «Bon, bah, toi, tu as une faute». Voilà, ça va être comme ça. Mais uniquement avec des gestes et pas avec la voix. Donc tu adaptes en fait ton comment dire? Ton comportement d'arbitre en fonction du handicap. Ce qui fait que, bah, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et après tu as des personnes, bah, qui vont tirer principalement en para. Si tu te sens tirer en senior, valide, bon, bah, tu peux tirer en senior valide. Mais bref, quoi qu'il arrive, tu as des championnats du monde para et des championnats du monde, «valides» entre guillemets. Et au sein des catégories para, il y a les catégories d'âge et catégories hommes et femmes. Donc c'est pas juste para, Ouais, c'est c'est plus ou moins les bien mêmes structuré, quoi. catégories Ouais. que les catégories valides, tu vois? Et c'est, catégorie d'âge, senior, master, enfin tout. Donc oui, c'est très inclusif et tout le monde peut faire du bras de fer sportif. Tu peux commencer à 5 ans. Bon, Kazakhstan, ils commencent, à 5 ans, donc bon, forcément, ils arrivent à 14 ans, ils sont déjà champions du monde. Toi, tu en as fait depuis 10 ans et tu rien. Mais bon, c'est un sport reconnu là-bas, donc forcément, ça aide plus. Mais du coup, bah, oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde, même si il te manque un bras, tu peux faire du bras de fer sportif. Parce que tu as une catégorie spécifique. On va se dire: «Bon, bah, il lui manque un bras, il peut pas faire de bras de fer». Ouais, bah, si, 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 tu peux faire du bras de fer. Bon, C'est après génial ça, parce que c'est important aussi. oui, s'il te manque les 2 bras, là, ça va être mort. Mais s'il te manque un bras, tu peux très bien faire du bras de fer sportif. Il y en a qui font du bras de fer sportif en fauteuil roulant. La table est plus basse
parce que du coup, bah, ils peuvent pas se mettre debout. Mais ils font du bras de fer en fauteuil roulant. Et du coup, bah, là, par exemple, au lieu d'avoir 2 arbitres, il en faut 4 parce que tu as un arbitre derrière chaque fauteuil roulant pour tenir et éviter que, tu vois, ça bouge ou qu'il tombe de la plateforme, ce genre de choses. Donc tu maintiens et puis en plus, l'athlète ne doit pas, comment dire? Décoller ses fesses du siège, sinon c'est une faute. Donc tu as aussi des fautes en fonction Ouais, du tout est tout calculé, est quoi. calculé, voilà. Ah, c'est génial. Bah, écoute, merci en tout cas pour cet échange. Tu vois, on a parlé un Merci petit à peu de tout toi. comme je t'avais dit, hein, Effectivement, et on effectivement. avait fait un autre podcast et finalement on n'a quasiment pas beaucoup abordé les sujets, tu vois, qu'on a abordés avant. Ouais, non, c'est vrai. Donc, tu vois, ça c'est parce que je suis bon. Non, je rigole. Mais en tout cas, merci à toi Non, mais pour, tu es très bon, tu es très bon. non, non, mais merci à toi aussi pour la pertinence de tes réponses, parce que le podcast, on le fait à 2. Et rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Sur Instagram, la ref, la.ref, du bas. TikTok aussi. Ouais, TikTok, arbitre.bras-de-fer. Alors la ref, c'est plus du contenu, humoristique, enfin bref, sur mes compétitions. Sur TikTok, je suis plus actif pour faire plus de l'analyse, tu vois? Tu parlais d'Amazon Prime tout à l'heure. Là, c'est des situations peut-être spécifiques où j'essaie d'analyser un peu, d'expliquer ce qui se passe ou, que ce soit enfin, c'est plus du contenu vraiment purement pédagogique pour, bah, que la discipline soit accessible à tout le monde, en fait. Parce que les gens, qui tombent sur du bras de fer, ils savent pas forcément ce qui se passe, donc Bien sûr. l'objectif, c'est que ça parle à tout le monde, quoi. Bah, écoute, magnifique. Et bah, franchement, merci une fois de plus à Gift Asso. C'est grâce à ce partenaire qu'on peut avoir ce magnifique studio. Bah, écoutez, bah, merci Raph. Merci à toi, Quentin. Je te serre la main. Merci à toi. La paluche. Merci à vous qui écoutez le podcast. Et nous, on se dit rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les boys.